lève dans le Sahel un vent lourd, chargé de bruits sourds, celui des pick-up sans drapeau, avançant lentement vers le sud. Depuis des années, le Mali vit sur une ligne de front invisible, une guerre qui n'a jamais dit son nom clairement, une guerre sans fin, une guerre sans visage stable. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut d'abord revenir en arrière, très loin, au découpage colonial, quand les frontières furent tracées au crayon sans regarder les peuples. Le nord, immense, désertique, habité par des communautés nomades, Touaregs, Arabes, Peuls, des peuples aux identités anciennes, parfois oubliés par les capitales du sud. Bamako, la capitale, voyait le nord comme un territoire lointain, difficile à contrôler, difficile à comprendre, un espace laissé à lui-même, trop longtemps. Puis vint l'année 2011, la chute de Kadhafi en Libye, un événement que beaucoup sous-estiment, mais qui a libéré des armes, des combattants, une énergie de guerre qui s'est répandue dans toute la région. Des centaines de combattants touaregs, lourdement armés, sont rentrés au Mali, réclamant autonomie, reconnaissance, dignité, droits longtemps refusés. Cette revendication politique légitime fut infiltrée, détournée, récupérée par des groupes djihadistes, venus du Sahara, venus de l'ombre, venus d'autres conflits. Alors les drapeaux noirs ont commencé à apparaître, dans les dunes, dans les villages, sur les marchés. Un symbole de rupture, un symbole de prise de territoire. Les groupes armés ne sont pas une seule force, ce sont des alliances mouvantes. JNIM, État islamique au Sahel, Katiba Matina, des noms différents, mais une même stratégie. Avancer lentement, contrôler, imposer. Ils avancent en silence, par infiltration, en offrant protection, en gérant les conflits locaux, en remplissant les vides laissés par l'État. Dans beaucoup de zones rurales, l'État n'existait plus. Pas d'école, pas de médecins, pas de juges, pas de police, seulement des promesses lointaines. Alors les groupes armés sont devenus la loi. C'est dans ce vide que le Mali a appelé l'aide extérieure, notamment la France, officiellement pour combattre le terrorisme, pour protéger la région, pour empêcher un effondrement. L'opération Serval, puis Barkhane, sont arrivés avec drapeaux, blindés, avions, une puissance militaire immense, mais sur un terrain social qu'ils ne comprenaient pas. Beaucoup au Mali y ont vu une aide, mais d'autres y ont vu une présence, une prolongation de l'histoire coloniale, une domination déguisée, un contrôle stratégique du Sahel. La relation entre Paris et Bamako s'est tendue, usée, fragilisée, jusqu'au point de rupture. Puis est arrivé un nouveau acteur, la Russie, par l'intermédiaire du groupe Wagner, puis officiellement par l'État russe lui-même, dans un contexte de réalignement stratégique. Beaucoup de Maliens ont applaudi, espérant un changement, espérant une vraie aide, espérant une reconquête. Mais la guerre du Sahel n'est pas qu'une guerre de territoire, c'est une guerre de patience, une guerre de renseignement, une guerre de proximité, une guerre sociale. Et pendant que les puissances se succédaient, les groupes djihadistes restaient sur le terrain avec une stratégie claire, simple, méthodique. Ils avancent aujourd'hui vers le centre, puis vers le sud, lentement, mais sûrement, kilomètre par kilomètre. Les villages tombent sans bruit, pas de bataille visible, juste des accords imposés, des serments sous contrainte, des administrations parallèles. Les habitants voient les drapeaux changer, mais leur vie reste prise en otage entre l'État absent et l'autorité armée présente. Et maintenant, la rumeur enfle, la menace approche. Bamako n'est plus un horizon lointain, elle est à portée de stratégie. L'Algérie observe, silencieuse, mais préoccupée, car la stabilité du Mali est sa frontière sud, sa protection et son équilibre intérieur. La Mauritanie surveille, prudente, car elle sait qu'une étincelle peut embraser le désert. Le Niger s'est déjà renversé, le Burkina est déjà en combat permanent, le Mali est encerclé dans une zone de turbulence. La CEDEAO regarde, discute, réunit, mais agit peu, ou tard, ou maladroitement. Les divisions internes affaiblissent toute réponse commune. L'Union africaine publie des communiqués, appelle à la paix, mais n'a pas d'armée prête, pas de capacité opérationnelle directe, seulement des mots. Et pendant que les institutions parlent, les pick-up continuent d'avancer. Si Bamako tombe, ce ne serait pas seulement la chute d'une capitale, mais l'effondrement d'un État, d'un symbole, d'une région.
Le Sahel deviendrait un archipel de zones grises, un espace sans État, un terrain de guerre permanent, un couloir stratégique incontrôlé. Les flux migratoires se multiplieraient, les trafics exploseraient, la Méditerranée serait submergée, l'Europe serait directement impactée. Les pays voisins se retrouveraient seuls face à une force mobile, déterminée et sans frontières, une contagion sécuritaire, politique, économique, humanitaire se répandrait du Sahara jusqu'aux côtes de l'Atlantique. Le Sénégal serait exposé, la Côte d'Ivoire fragilisée, le Ghana menacé, tout l'Ouest africain sous pression. Mais rien n'est encore joué. Une prise de conscience est possible. Une coordination régionale réelle, une réforme de l'armée, un retour de l'État dans les villages, une alliance des peuples avant des armes. Car la guerre du Sahel ne se gagnera pas seulement avec des fusils, mais avec la justice, la dignité, l'écoute, le respect des territoires oubliés. Le Mali peut encore se relever, mais il doit comprendre que la solution n'est ni étrangère, ni miracle. Elle commence dans les cœurs des communautés et de la nation elle-même. Et tant que le peuple n'abandonne pas, l'histoire n'est pas terminée. Le Sahel n'a jamais été un désert vide. C'est une terre vivante, résistante, et la résistance est encore possible.